Bonsoir à tous. Merci Nicolas pour cette présentation. Vous avez face à vous un fatigologue. Peut-être quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler, puisque c'est un terme que j'ai créé pour l'occasion, qui est la contraction de deux mots, la fatigue. On va avoir l'occasion d'en parler pendant un peu plus d'une heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et d'une deuxième partie d'un suffixe log. Alors log, on peut le retrouver dans deux types de termes. On peut le retrouver dans le terme de radiologue, d'addictologue. À ce moment-là, on fait référence aux médecins qui soignent. Ou alors, on peut retrouver le suffixe log chez le sociologue, le psychologue. Et à ce moment-là, on parle du scientifique, du chercheur qui va investiguer un champ. Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, je ne pense pas la fatigue, je la pense. Et j'ai voulu commencer cette conférence par ce jeu de mots qui est beaucoup plus facile à saisir à l'écrit qu'à l'oral. Je vous ai proposé pour ce soir un terme énigmatique, le loup, le crabe, le stade, fable de la fatigue, fable au pluriel. Puisque, en tant que fatigologue, je m'intéresse à différents aspects de cette fatigue, qui va trouver des champs d'investigation dans des domaines qui, à la base, ont l'air d'être extrêmement éloignés les uns des autres. Le premier, le loup. L'objectif de la partie sur le loup sera de vous montrer comment la compréhension de la fatigue nous permet de comprendre le comportement des animaux, par exemple dans le cadre des relations proie-prédateur. Une deuxième partie de cette présentation sera sur le stade, puisque la fatigue intéresse énormément également les sportifs de haut niveau, ceux qui vont concourir aux prochains Jeux Olympiques, qui vont avoir pour objectif cette fois de limiter leur fatigue pour améliorer leur performance et gagner des médailles. Et on a un troisième aspect, le crabe, qui va représenter le cancer, la pathologie. Et puisqu'il y a un dernier champ d'investigation que je mène dans le cadre de mes recherches et que nous menons au sein du laboratoire, c'est la fatigue chronique, la fatigue pathologique, celle qui empêche de vivre correctement, qui potentiellement va diminuer les chances de survie et détériorer énormément la qualité de vie. Et l'objectif, ça va être de vous montrer comment il va y avoir des interactions entre ces différents aspects, entre la partie animale, le loup, entre la partie de la performance sportive et sur la partie de la pathologie. Nous allons donc attaquer par cette première partie sur le loup. Et puisque j'avais donné un thème autour des fables de la fatigue, il n'était pas possible de commencer par une fable, cette fois de La Fontaine. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignant à Junon, si je vous remets dans le contexte, un paon qui vient se présenter à Junon car il n'est absolument pas satisfait du cri qu'il propose. Et Junon lui répond, dans ces quelques vers, « Tout animal n'a pas toute propriété, nous vous avons donné diverses qualités, les uns ont la grandeur et la force en partage, le faucon est léger, l'aigle plein de courage, le corbeau sert pour le présage, la corneille avertit des malheurs à venir. Tout animal n'a pas toute propriété. » Et donc on va commencer cette conférence par un exercice, puisque vous avez daigné venir jusque dans cette salle pour une conférence sur la fatigue. Je vais donc vous donner régulièrement des exercices pour être sûr qu'à la fin, vous soyez totalement épuisé. Premier exercice, nous allons attaquer. Donc tout animal n'a pas toute propriété. Lorsqu'on parle de fatigue à l'exercice, il y a quelque chose qui devrait vous venir en tête très rapidement, c'est le muscle, la fatigue musculaire. Première question que je vais vous poser, quels animaux sur cette représentation qui représente les différents personnages d'une série qui s'appelle Bob l'éponge, dans lequel nous avons, si je pars de gauche à droite, un plancton, un poisson globe, une étoile de mer, une éponge, un requin, un crabe, un écureuil dans un scaphandre, attention il y a un piège, un escargot et une pieuvre. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion et vous allez essayer d'imaginer parmi ces animaux lesquels possèdent des muscles et lesquels n'en possèdent pas. Est-ce que vous avez des idées ? L'écureuil possède des muscles, c'est exact. L'escargot possède des muscles également. La pieuvre en possède. L'étoile de mer en possède. Le requin en possède. Tout sauf l'éponge, c'est exact. Je vois qu'il y a des biologistes dans la salle. Tous sauf l'éponge. Vous avez ici de représenter un arbre de l'évolution avec tout en bas les premières cellules, généralement des organismes unicellulaires. Et ensuite, très rapidement, on parle de 600 à 700 millions d'années, vous avez les éponges qui se sont séparées du reste du monde animal, que vous avez dans cette partie-là, et le muscle
tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu à ce moment-là précis. Ce qui fait que l'ensemble des espèces qui se sont développées par la suite, vous avez les poissons, vous avez les amphibiens, vous avez les reptiles, les mammifères, les arthropodes, les mollusques, tous ces animaux possèdent des muscles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de la physiologie comparée, de la biomécanique comparée, et comprendre comment ces muscles des animaux fonctionnent par rapport aux nôtres. Donc, premier point de départ, qu'on ait 2 pattes, qu'on en ait 4, qu'on en ait 1000, qu'on ait des ailes, qu'on ait des nageoires, l'ensemble de ces animaux ont pour moyen de créer du mouvement un muscle. Et ensuite, ce muscle va être branché à différents appendices qui vont permettre de se mouvoir dans l'environnement spécifique, qu'il s'agisse de la terre, de l'eau ou de l'air. Et donc, on va arriver sur notre deuxième exercice de la soirée. Vous avez ici de représenter des coupes musculaires avec des vues au microscope, des muscles qu'on appelle les muscles striés squelettiques. Striés, vous avez compris pourquoi, lorsqu'on les observe au microscope, vous avez ces raies alternées sombres et claires. Et donc je vous présente 6 coupes musculaires qui ont été récupérées chez des chevaux, des rats, des humains, des souris, des chiens et un rhinocéros. L'objectif va être de relier chacun des animaux mentalement à sa lettre. C'est un jeu que mes filles aiment beaucoup. Je vais vous laisser cette opportunité de jouer avec moi. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes. Essayez de voir comment vous pourriez retrouver quel muscle est à quel animal. Le premier, il s'agissait de la souris. Le deuxième, le rat. La troisième, le chien. La lettre D, c'était l'humain. Le E était le cheval. Et le F était le rhinocéros. Je vous rassure, il n'y avait absolument aucune manière que vous ayez juste omis par le hasard. Puisque chez l'ensemble de ces animaux, les muscles sont constitués exactement de la même manière. Le muscle était finalement un organe, un tissu qui est apparu tôt tellement efficace qu'il a été conservé de manière quasiment identique dans l'ensemble du règne animal. C'est-à-dire que quel que soit l'animal, un muscle qui fait 1 cm² de surface, qui représente une pièce à environ de 10 centimes, est capable de produire une force de 30 newtons, soit de soulever 3 kg. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble du règne animal, hormis chez les mollusques bivalves, en particulier par exemple chez la moule, et ce qui est une des raisons pour laquelle vous n'ouvrez pas les moules à l'apéro comme vous ouvrez des pistaches. Vos muscles fonctionnent, ont pour fonction dans votre corps de générer du mouvement. Et ce sont des moteurs. Donc exactement comme votre moteur de voiture, vous allez lui donner de l'énergie qui est stockée sous forme chimique, et vous allez transformer cette énergie stockée sous forme chimique en du mouvement. Votre moteur va se mettre en rotation, permettra à vos roues de s'actionner et votre voiture d'avancer, et vos muscles vont se contracter, se raccourcir, ce qui permettra de générer un mouvement, de mettre en mouvement votre squelette. Quel est le carburant de ces deux moteurs? Ici, vous avez de l'heptane, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des représentations chimiques, chacune des boules noires est un atome de carbone, et chacune des boules blanches est un atome d'hydrogène. De l'énergie est contenue dans les liaisons carbone. Et si je vous montre maintenant de quoi notre moteur se sert, une molécule de gras, en particulier ici c'est la molécule de gras que vous allez trouver dans le lait, et vous voyez qu'on est extrêmement proche chimiquement de l'heptane que vous mettez dans votre voiture. C'est une succession d'atomes de carbone et d'hydrogène qui, lorsque vous allez les séparer, vont libérer de l'énergie pour ensuite vous permettre de mettre en mouvement vos muscles et de mettre en mouvement votre corps tout entier. Alors dans votre corps, comment vous allez transformer l'énergie qui est stockée sous forme chimique, sous forme de gras comme je viens de vous le dire, mais également sous forme de sucre, comment vous allez le transformer pour produire du mouvement? Vous avez pour cela deux manières de le faire. Et je vais commencer par une analogie pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Imaginons une maison écologique, qui fonctionne avec des panneaux solaires et un système de batterie. Vos panneaux solaires ont une réserve illimitée, puisque le Soleil devrait, pendant encore plusieurs milliards d'années, nous proposer de l'énergie, amener de l'énergie sous forme de rayonnement jusqu'à la Terre. En revanche, la puissance est limitée, va être limitée par la taille de vos panneaux solaires. Et de l'autre côté, vous êtes capable de stocker un peu d'énergie dans des batteries, qui, elles, vont vous permettre de vous donner beaucoup de puissance. En revanche, elles vont s'épuiser rapidement, et donc la réserve est limitée. Imaginons que vous ayez besoin d'allumer une ampoule de quelques watts ou dizaines de watts. À ce moment-là, vos panneaux solaires, aucun problème, ils sont capables de fournir cette énergie pour allumer une lampe.
En revanche, si vous décidez de faire tourner votre machine à laver, vous avez besoin de plusieurs kilowatts, plusieurs milliers de watts. À ce moment-là, vos panneaux solaires ne suffiront pas pour alimenter votre machine. Et vous allez faire appel à vos batteries qui vont puiser dans leurs réserves pour apporter l'énergie suffisante et la puissance nécessaire à ce que votre machine fonctionne. Dès que votre linge est lavé, la machine s'arrête et vos panneaux solaires vont pouvoir recharger vos batteries. Vous fonctionnez exactement de la même manière. Nous avons un système qu'on appelle le système aérobie, qui a une réserve illimitée, puisque c'est la réserve de gras que vous avez en vous. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, cette réserve de gras qu'on a chacun en nous est quasiment illimitée. Vous possédez tous au moins 10 à 20 kg de gras sur vous. Ce qui vous donne une autonomie d'environ 1000 à 2000 km de marche à pied. Ou, si vous restez dans votre canapé, une autonomie de plusieurs mois avant d'épuiser vos réserves. Donc il n'y a absolument aucun problème sur la réserve que vous possédez dans votre stockage de carburant qui est du gras. En revanche, la puissance est limitée, c'est l'équivalent de nos panneaux solaires. De l'autre côté, vous avez un système dit anaérobie, qui lui va notamment utiliser le sucre et qui a une puissance très élevée, qui peut vous fournir beaucoup d'énergie par unité de temps. En revanche, sa réserve est limitée. Vous n'avez en vous que quelques centaines de grammes de sucre, ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie d'exercice, vous avez déjà épuisé une bonne partie de ces stocks. Lorsque vous marchez, la demande énergétique est relativement faible et donc vous pouvez, uniquement avec votre système aérobie, fournir l'intégralité de l'énergie. En revanche, si vous vous mettez à courir, vous allez devoir supplémenter votre système aérobie via votre autre système, anaérobie, pour vous fournir de l'énergie. Le problème, c'est exactement comme les batteries tout à l'heure, cette réserve peut s'épuiser, et ce qui fait que vous allez arriver à un état d'incapacité de poursuivre l'effort. Vous allez vous mettre à récupérer, et à ce moment-là, votre système aérobie va venir vous permettre de récupérer votre système anaérobie pour pouvoir refaire un effort par la suite. Avec ces deux systèmes, vous allez comprendre la courbe que je viens de vous mettre juste derrière moi. C'est la courbe de vitesse à laquelle vous êtes capable de courir en fonction de la durée de l'effort. Si jamais vous faites un effort très court, admettons, je vous demande de courir sur 20 mètres, vous êtes capable de courir très vite. En revanche, si je vous demande de courir 400 mètres, vous allez courir un peu moins vite, c'est pour ça que la courbe descend. 800 mètres, vous allez courir encore moins vite. La courbe continue de descendre. Mais petit à petit, la courbe descend de moins en moins. Et que vous couriez 20 km ou 40 km, en réalité, vous allez probablement courir à la même allure ou quasiment la même allure. La raison qui se cache derrière ça, c'est que pour courir à la vitesse qui correspond à l'asymptote de cette courbe-là, vous êtes capable de fournir l'énergie uniquement avec votre système aérobie et uniquement avec votre système aérobie. Ce qui fait que, je viens de vous dire que vous aviez 1000 à 2000 km d'autonomie, vous êtes capable de courir à cette vitesse pendant extrêmement longtemps. En revanche, dès que vous allez vouloir courir plus vite que cette vitesse seuil, vous allez devoir mettre en jeu votre système anaérobie qui, lui, va s'épuiser. Et au bout d'un moment, de l'ordre de quelques minutes à dizaines de minutes, vous allez devoir arrêter votre effort pour récupérer. Et ce seuil-là que je viens de vous donner, c'est un seuil extrêmement important que je vais réutiliser dans l'ensemble de cette présentation. Donc ça s'appelle la vitesse critique ou l'intensité critique. Et ça représente quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on s'intéresse à la fatigue, puisque ça vient partager ce qu'on appelle deux domaines d'effort. En dessous de cette vitesse-là, vous êtes sur un exercice qui est extrêmement peu fatigant. En revanche, dès que vous allez passer au-dessus de cette vitesse-là, l'exercice va devenir extrêmement fatigant. Est-ce qu'on peut venir mesurer cette courbe chez un animal? C'est l'exemple que je vais vous proposer ici. Ces chercheurs ont modélisé exactement la courbe théorique que je vous ai présentée précédemment chez des souris. Alors comment on fait pour la modéliser? On a besoin de connaître à quelle vitesse on est capable de courir en fonction d'une durée d'effort. Pour ça, soit vous fixez une distance et vous demandez à quelqu'un de courir le plus vite possible sur cette distance. C'est possible avec des humains, on n'y arrive pas avec des souris. Donc avec les souris, on va fonctionner d'une autre manière. On va leur imposer une vitesse sur un tapis roulant et on va leur demander de courir jusqu'à ce qu'elle soit intégralement épuisée. Alors vous imaginez bien, assez rapidement, la souris, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de courir parce qu'elle n'a pas particulièrement envie. Et donc sur le tapis que vous avez de représenter, donc là vous avez un tapis roulant pour souris, elle va se mettre à reculer sur le tapis et arriver dans cette zone-là.
Et il se trouve que cette zone-là sont des grilles électrifiées. La souris, n'ayant pas particulièrement envie de mourir électrocutée, va immédiatement remonter sur le tapis et se remettre à courir. Et au bout d'un moment, elle va arriver sur cette grille et ne plus vouloir en sortir. Elle est épuisée. Cette fois, c'est sûr, c'est certain. Donc je connais combien de temps, évidemment, on arrête la grille, on remet la souris dans une cage et on ne la laisse pas mourir sur ces grilles. Ce qui nous permet de récupérer la vitesse maximale à laquelle elle est capable de courir, la durée maximale à laquelle elle est capable de courir pour une vitesse donnée. Et ensuite, on va répéter ça pour différentes vitesses. Et vous voyez qu'on obtient cette courbe caractéristique qui va, dans un premier temps, descendre, puis se stabiliser. Et ensuite, on est capable de tenir cette vitesse-là, cette vitesse stabilisée, extrêmement longtemps. Ça correspond à la vitesse critique de cette souris. Là, vous avez un exemple chez un mammifère. Ça fonctionne également chez les poissons. Ici, vous avez des saumons dans lesquels on met dans des tubes qui sont remplis d'eau. Et ensuite, des turbines viennent activer le flux pour forcer le poisson à nager. Alors, le poisson, il n'y a pas besoin de lui mettre de grille électrifiée à l'arrière. Il a un réflexe oculomoteur. À partir du moment où il y a un flux qui passe devant ses yeux, il nage à contre-courant, ce qui lui permet de remonter les rivières. Donc lui, il va nager tant qu'il a de l'énergie. Et si au bout d'un moment, il n'arrive plus à tenir la vitesse imposée, qu'il se retrouve au fond de ce tube, on considère qu'il arrive à épuisement et on peut reconstruire sa relation. Dernier exemple, ça fonctionne également chez des chauves-souris. Ça a pu être fait. Donc cette fois, on les met dans des gros tunnels dans lesquels on va activer des turbines qui vont mettre du vent pour les forcer à voler à une certaine vitesse. On va répéter différentes vitesses et on fonctionne encore de la même manière. On reconstruit cette relation qui nous permet de trouver cette fameuse intensité critique en dessous de laquelle on ne se fatigue pas, au-dessus de laquelle on va se fatiguer de manière accrue. Alors cette relation, qu'est-ce qu'elle nous permet de comprendre du monde animal? Je vous avais promis de vous parler des relations proie-prédateur. Voici un exemple du guépard et de l'antilope. Le guépard a plutôt un profil à avoir un système anaérobie très puissant, à être capable d'aller extrêmement vite sur des distances courtes. En revanche, dès que le temps dure, il n'est plus capable de maintenir cette vitesse-là et va aller beaucoup moins vite. A l'inverse, l'antilope va moins vite initialement que le guépard, mais est capable de maintenir une vitesse élevée pendant beaucoup plus longtemps. Vous avez de représenter les deux courbes théoriques de ces animaux. En jaune, le guépard, en bleu, l'antilope. Avec un point très particulier, ce point noir qui est le point de croisement. Ce point est absolument capital pour ces animaux, puisqu'il s'agit de la zone de mort pour l'antilope. Si l'effort dure moins longtemps que cette limite-là, l'antilope se fait manger. Si l'antilope arrive à échapper au guépard plus longtemps que cette durée d'effort, à ce moment-là, elle va distancer le guépard et elle pourra survivre. Vous avez ici une stratégie de chasse de prédateurs que l'évolution a sélectionnée, qui est extrêmement fréquente, en particulier dans la famille des félins, et qui a pour intérêt de dépenser très peu d'énergie pour essayer de capturer une proie. Autrement dit, le guépard, soit il attrape la proie tout de suite, il a dépensé très peu d'énergie, il peut faire un festin, soit si la poursuite devait durer trop longtemps, ça lui coûterait trop d'énergie à poursuivre l'animal, et donc avoir un ratio entre l'énergie dépensée pour la chasse et l'énergie récupérée en ayant capturé la proie qui ne serait pas à son avantage. Donc une stratégie qu'on retrouve beaucoup, ce sont des chasses à l'opportunité, où les guépards vont essayer de se rapprocher, de capturer immédiatement la proie. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'ils aient cette forme particulière de relation entre l'intensité et le temps, et d'une vitesse critique qui soit finalement très faible, en tout cas plus faible que la vitesse critique de l'antilope. Deuxième exemple, deuxième stratégie dans ces relations proie-prédateur. Cette fois, le loup. Le loup fonctionne différemment. Il a un profil, cette fois, plutôt comme le profil théorique en bleu que je vous présente ici. C'est-à-dire que sur des distances très courtes, il n'est pas forcément capable d'aller extrêmement vite, en tout cas moins vite que certaines de ses proies. Mais s'il arrive à faire durer la poursuite suffisamment longtemps, il va finir par épuiser la proie qu'il est en train de traquer, on parle de traque, et par épuisement, il va enfin pouvoir s'en rapprocher pour pouvoir la manger. C'est notamment des stratégies de chasse qui sont utilisées par les canidés, notamment parce que ce sont des animaux, si on parle des loups, qui vont vivre en groupe. Et en groupe, ça permet d'envoyer certains individus à la chasse qui, eux, vont dépenser beaucoup d'énergie à traquer pendant plusieurs minutes, dizaines de minutes, heures une proie. En revanche, ensuite, vous avez toute la meute qui va pouvoir se nourrir sur la proie qui a été récupérée.
Donc différentes stratégies qui ont été sélectionnées par l'évolution. Donc cette fois, on est dans l'autre zone. Si l'animal, sur des temps courts, arrive à s'échapper, c'est bon. En revanche, si la traque dure trop longtemps, il va finir par s'épuiser et il se fera manger par les loups. Vous avez un papier récent qui est sorti et qui a comparé justement les techniques de chasse entre les loups et les pumas. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, sur lesquelles les chercheurs ont mis des colliers GPS sur des pumas et sur des loups. Alors, les pumas et les loups ne s'attaquent pas directement, ils ne se chassent pas pour manger. En revanche, ils sont en compétition pour les mêmes proies. Donc, les loups vont avoir tendance à chasser les pumas de leur zone de chasse pour pouvoir, eux, être tranquilles ensuite, pouvoir se nourrir sur place. Donc, les loups vont, dès qu'ils vont sentir la présence d'un puma, aller à sa rencontre et tenter de le chasser. Et voilà ce qu'ont observé les chercheurs qui ont mené cette étude. Ce sont les courbes de vitesse en fonction du temps, à un moment donné justement où les loups se sont mis à traquer un puma. Vous avez en rouge la courbe de vitesse en fonction du temps des loups. Et vous voyez que ça correspond exactement à ce que je vous avais dit. On a une vitesse qui est très stable, qui est aux alentours de 10-12 km/h, et ils vont maintenir cette allure pour aller chasser le puma. Le puma, lui, est capable d'aller beaucoup plus vite que les loups. Et donc, dès qu'il va sentir la présence des loups arriver, il va faire des pics de vitesse, des sprints, pour échapper aux loups. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de maintenir cette vitesse très longtemps. Et donc, après avoir fait 3 sprints, il va être obligé de rester pendant plus d'1 minute complètement à l'arrêt, à cet endroit-là. Sa vitesse, elle est quasiment nulle. Et pendant ce temps-là, le loup va pouvoir avancer et venir jusqu'à le rattraper. Quand le loup le rattrape, il va de nouveau faire un sprint, puis là, il commence à être fatigué, puis un dernier sprint sur lequel il arrive à s'échapper. Et vous voyez comment, en regardant comment la vitesse évolue au cours du temps, avec un loup qui a une vitesse très stable, probablement en dessous de sa vitesse critique qui peut maintenir très longtemps, arrive à chasser le puma qui lui tente de s'échapper par sprint, puis récupération. Nous sommes au final un animal comme les autres, et donc nous, on est plutôt loup ou on est plutôt guépard? À votre avis? On est plutôt loup. On est plutôt loup, et vous avez des équipes de recherche qui s'intéressent à un type de chasse particulier qui était mené par des tribus primitives, et qui s'appelle la chasse à l'épuisement, qui correspond exactement à la traque des loups que je vous ai présentée précédemment. Nous, humains, on est capable de courir à des vitesses relativement élevées pendant très longtemps, et en particulier dans des environnements qui sont difficiles, par exemple des environnements chauds. Une des raisons pour ça, c'est le fait qu'on est capable de transpirer, de très bien évacuer la chaleur, et biomécaniquement, physiologiquement, on est fait pour courir et pour être très endurant. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette présentation. Et jusqu'il y a peu de temps, il y avait encore des tribus qui utilisaient ce genre de technique. Ils choisissaient les heures les plus chaudes de la journée, identifiaient des proies, et vous aviez une partie du groupe qui partait traquer ces animaux. Donc initialement, les animaux étaient capables de s'échapper, mais les humains les traquaient comme ça jusqu'à l'épuisement. Et une fois que les animaux étaient totalement épuisés, vous avez une image qui est représentée sur la droite, même plus capable d'avancer, comme un coureur de 400 mètres qui termine sa course. Et à ce moment-là, il n'y avait plus qu'à abattre la bête pour pouvoir se nourrir. Alors ces comparaisons entre les hommes et les animaux, c'est des choses qui nous animent pas mal. Et je vais vous parler d'un autre exemple qui, cette fois, est né de manière beaucoup plus récente. C'est qui court le plus vite entre un homme et un cheval? Et cette question, c'est la question que s'est posée des Gallois, probablement dans un pub autour d'une bière. Tout d'abord parce qu'il s'agit de Gallois, et deuxièmement parce que l'idée qu'ils ont eue ne pouvait venir que de là. Qu'à cela ne tienne, on va faire une course. Et donc en 1980, quelques semaines après cette rencontre, a été organisée la première course hommes contre chevaux. Une course de 35 km avec 1200 mètres de dénivelé, et sur lesquelles hommes et chevaux partent sur la même ligne de départ. Jusqu'en 2004, les chevaux ont gagné. Et à chaque fois qu'un cheval gagnait, l'organisateur remettait 500 livres dans une caisse à destination du premier homme qui arrivera à battre le cheval. En 2004, 24 ans plus tard, je vous laisse faire le calcul pour le nombre de livres que ça fait, vous avez Hugh Lobb qui a gagné la course et qui est arrivé quelques minutes devant les premiers chevaux. Et en 2007, l'exploit a été répété par un Allemand, Florian Holzinger, qui également a gagné cette course.
Alors, la plupart du temps, ce sont les chevaux, mais vous voyez que dans des conditions particulières, sur des courses d'endurance longues, on parle de plus de 30 km, on parle avec un peu de dénivelé, les humains sont capables de rivaliser contre des animaux qui sont réputés pour leur endurance, que sont les chevaux. Pour illustrer la capacité d'endurance des êtres humains, voici quelques records dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Record de distance. Le premier, un record qui a été battu il y a quelques mois, Sorokin, qui a battu le record du 24 heures. En 24 heures, il a réussi à réaliser 320 km. Sans s'arrêter. En 24 heures, 320 km, on ne peut pas s'arrêter beaucoup. Deuxième record, celui de Yannis Kouros, un grec, qui a fait un record des 6 jours, qui est une durée classique, il y a des records des 6 jours dans à peu près toutes les disciplines. Record des 6 jours en course à pied, 1038 km. Ce qui nous fait pas loin de 175 km par jour pendant 6 jours. Alors cette fois, en faisant des petites pauses, généralement un peu les mêmes techniques que les marins, c'est-à-dire que toutes les 2 heures, ils faisaient 10 minutes dans un fourré pour se reposer, et ensuite ils repartaient. Et vous voyez que là, vous avez un être humain qui est capable de parcourir plus de 1000 km en seulement 6 jours. Ça fait référence notamment à ce que je vous disais initialement. Nous avons des réserves énergétiques qui nous permettent de tenir extrêmement longtemps. Et notre vainqueur, toute catégorie, Serge Girard, un Français, qui a réalisé, comme c'est indiqué sur le panneau derrière lui, Paris-Tokyo, ce qui représente plus de 19 000 km qu'il a parcouru en 260 jours, ce qui fait 75 km par jour pendant 260 jours. Et étant donné que ce n'était pas assez, il a reproduit l'exploit en se disant « et qu'est-ce que je peux faire sur un an ?» Et donc il a le record absolu de distance parcourue en un an, pour une distance totale de 27 011 km. Ça nous permet de voir ces capacités d'endurance, cette capacité d'endurance que dont l'être humain est capable. Cette capacité d'endurance, elle nous intéresse, nous, nos civilisations, depuis extrêmement longtemps. Et je vais aborder, sur les 2 prochaines slides qui arrivent, une nouvelle thématique dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler, sauf peut-être mes collègues directs, la paléofatigologie. Cette compréhension de comment l'humain se fatigue nous intéresse depuis longtemps. Et on trouve des traces pour essayer, notamment dans le cadre de la construction de grands ouvrages qui ont eu lieu au moment de l'Antiquité. Vous avez les ziggourats, les pyramides ou mausolées d'Halicarnasse, qui sont des immenses bâtiments qui ont été construits par des esclaves, mais les dirigeants avaient quand même tentaient de se poser la question sur comment on peut optimiser ça. Comment on peut optimiser le travail que va pouvoir faire nos esclaves, jusqu'à quand on peut leur demander de travailler, quelle est l'intensité à laquelle ils peuvent travailler, sans que ça amène jusqu'à l'épuisement. Et dans le cadre de ces différents ouvrages, on a des traces sur le fait que cette question-là était une question importante auquel tentaient de répondre les dirigeants. Mais on n'a pas de traces suffisamment précises pour essayer de comprendre comment ils s'en chargeaient pour de vrai, concrètement. Les premières traces qu'on a datent des Romains, avec notamment Végétus, qui est un général romain qui a laissé une trace à travers un ouvrage qui s'appelle Épitome de la science militaire. Et c'est un ouvrage dont vous avez peut-être entendu au moins une phrase, puisque c'est dans cet ouvrage qu'on trouve « Si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les Romains ont réussi à conquérir tout le bassin méditerranéen, notamment grâce à un avantage militaire par la stratégie. Ils ont mis en place des stratégies qui étaient avancées pour l'époque et qui leur ont permis de prendre le dessus sur les autres habitants des différentes terres à cette époque. Et notamment, ils ont pu réussir à gagner et remporter ces batailles grâce à une stratégie de guerre de mouvement, avec la capacité de se déplacer rapidement sur les champs de bataille et ensuite de prendre de court leur ennemi. Et on trouve dans cet ouvrage de Végétus des traces concrètes de comment ils se prenaient pour trouver à quelle vitesse ils allaient être capables de courir. Puisque si jamais, de se déplacer, si jamais ils arrivaient trop vite sur le champ de bataille, ils allaient arriver fatigués, épuisés, et à ce moment-là, impossible de combattre. Et à l'inverse, s'ils étaient trop lents, ils n'étaient pas en mesure de mettre en place leur stratégie.
Et donc on trouve des traces, ici vous avez la traduction en français d'un passage de ce livre, sur le fait que les légionnaires étaient sélectionnés et entraînés pour être capables de parcourir 20 000 romaines en 5 heures d'été au pas militaire, avec l'armure, les armes et les rations nécessaires, pour un poids de 60 livres. Alors ce sont des 1000 romains et des livres romains, donc il faut faire un peu des calculs pour se rendre compte de quoi il s'agit. 20 000, ça représente environ, 20 000 romaines, ça représente environ 30 km. 60 livres, ça représente environ 20 kg d'équipement, de rations et de bardage. Et ensuite, il y a cette question de la durée dans laquelle il devait être capable de faire ça. Et cette durée était 5 heures d'été. Alors pourquoi il précise 5 heures d'été? Puisqu'à l'époque, et ça a perduré jusqu'au XIVe siècle, les heures n'étaient pas une durée absolue de temps, c'était une durée relative. On prenait la durée entre le lever du soleil et le coucher du soleil, on divisait ça par 12. Ce qui fait qu'en été, quand les durées sont longues, les heures étaient longues, et l'hiver, quand les jours étaient raccourcis, les heures étaient également raccourcies. 5 heures d'été, si on prend le 15 juillet, ça représente 6h15 d'heure actuelle. Une fois qu'on a refait tout ce calcul, ça nous permet de savoir que les Romains devaient être capables, les légionnaires romains étaient sélectionnés et entraînés pour être capables de courir, ou de marcher plutôt, à 4,5 km/h pendant 6h15 pour faire un peu plus de 30 km. Et notamment, ils étaient sélectionnés, entraînés, puisque si jamais ils n'arrivaient pas avec leur bataillon à aller à cette vitesse-là, et qu'ils étaient en situation de guerre et de conquête, ils étaient abattus. C'était un seuil qui était important. Ça a intéressé un chercheur dans les années 80 qui s'est dit mais à quoi ça correspond cette vitesse de 4,5 km/h avec 20 kg de chargement. Donc il a mené une expérimentation, il a reconstitué des costumes d'époque, des sacs à dos, des sandales romaines, etc. Il a déguisé des gens en légionnaires romains, il les a mis sur un tapis roulant, il les a fait marcher à 4,5 km/h avec un masque permettant de mesurer la dépense énergétique. Et il s'est rendu compte que la vitesse à laquelle la dépense énergétique, l'intensité nécessaire pour marcher 30 km en 6h15, etc., correspondait justement à cette fameuse vitesse qu'on est capable de parcourir sans se fatiguer pendant extrêmement longtemps. Et donc quelque part, par l'expérience et l'habitude, ils avaient réussi à identifier ce seuil physiologique qui permettait ensuite de préparer leur stratégie militaire et d'être efficaces dans leur guerre de mouvement. Deuxième exemple, cette fois chez les Grecs. On trouve un texte qui a été écrit par Xénophon d'Athènes, qui était un dirigeant athénien. Et dans ce texte, ce dirigeant dit « Il a fallu à une trirème une longue journée à la rame pour aller de Byzance à Pont d'Hercule. » Donc Byzance actuelle Istanbul, Pont d'Hercule qui est un peu plus haut en Bulgarie. Et cette affirmation interroge énormément les historiens et est un point qui était clé à savoir est-ce qu'ils étaient vraiment capables de faire ça. Et il fallait absolument être en mesure de répondre à cette question, à savoir est-ce que oui, ils étaient capables de le faire ou est-ce que non, c'était de la propagande. Ça permettait de lever un verrou afin de faire avancer les recherches dans ce domaine-là. Et notamment, l'hypothèse qui était donnée par John Coates était que non, Xénophon, oui, il dit ça dans ses textes, mais non, il n'était pas capable de le faire. Il faut absolument qu'on aille le vérifier. Donc, qu'est-ce qu'a fait John Coates? Il a dessiné les plans d'une trirème athénienne, et ensuite, il l'a construite. Alors, pas tout seul, évidemment. Il a monté tout un projet, et entre 1985 et 1987, pour la modique somme de 3 millions de dollars, il a construit une trirème permettant d'embarquer 170 rameurs pour aller tester cette hypothèse. Et ensuite, vous avez un projet de recherche qui a été mené pendant environ une quinzaine d'années pour aller vérifier donc, toutes sortes de choses, et notamment cette question qui était fondamentale, est-ce que les Athéniens étaient capables d'aller de Byzance à Pont d'Hercule en une bonne journée à la rame? La réponse est sans appel, non. Et ça méritait bien 3 ans de construction de bateaux, 15 ans de recherche et 3 millions de dollars. Ce qui est probablement le débunkage le plus cher de l'histoire des débunkages. Nous allons passer sur la deuxième partie de cette présentation, à savoir le stade, pour voir comment ces fameux seuils, ces fameuses vitesses critiques interviennent dans la préparation des athlètes et nous permettent de comprendre la performance humaine.
Comme on l'a vu tout à l'heure pour la souris, il n'est pas nécessaire à un humain de le faire courir sur un tapis roulant en mettant des grilles électrifiées derrière. L'humain, il suffit de lui dire « tu as 400 mètres à faire, tu as 800 mètres à faire, tu as 1500 mètres à faire, fais-les le plus rapidement possible » et il va s'exécuter immédiatement. Pour cela, on peut notamment se servir des records du monde, qui sont des données accessibles facilement. Donc je vous présente 3 records. Le record d'Usain Bolt sur le 200 mètres, qui a été effectué à une vitesse moyenne de 37,5 km/h. Deuxième record, peut-être moins connu, celui de Daniel Komen, record du 3000 mètres. Moins 13 km/h, et il a couru son 3000 mètres en 24,5 km/h. Entre 200 mètres et 3 km, vous avez un facteur 15, on a multiplié la distance par 15. Si jamais on refait la même chose entre 3 km x 15, ça nous donne 42 km, pas loin, soit la distance du marathon. Ici, vous avez le record du monde du marathon qui a été battu cet automne par Eliud Kipchoge en 2 heures, 1 minute et 9 secondes, ce qui nous fait une vitesse moyenne qui avoisine les 21 km/h. Et donc vous voyez que grâce à ces records, on peut retracer cette fameuse relation entre l'intensité qu'on est capable de mettre dans un exercice et la durée de l'effort. Au début, on va augmenter, en augmentant peu la distance, notre vitesse va chuter drastiquement, et au bout d'un moment, que l'on court 20 km, 40 ou plus, on va être capable de le courir à des vitesses qui sont extrêmement proches. Là, je vous ai présenté 3 records, mais on peut se servir de l'intégralité des records disponibles pour tracer correctement cette relation. Tout à l'heure, je vous ai présenté des profils différents de relations proie-prédateur. Dans le monde du sport, ce ne sont pas des relations entre des proies et des prédateurs, mais des relations entre des individus qui vont avoir des profils différents. Et ici, je vous présente 2 profils différents. La courbe rouge, qui est la relation vitesse-temps de Philippe Sesemann, qui est un champion de marathon, qui a couru le dernier marathon de Londres en 2 heures et 12 minutes, et qui a terminé 7e du marathon de Londres, qui fait partie des majors, des plus grands marathons au monde, et avec un plateau particulièrement relevé. Autrement dit, un athlète absolument élite, parmi les meilleurs au monde dans cette discipline. La deuxième courbe, la courbe bleue, est celle de Jack Whiteman, qui est un autre athlète élite, puisque c'est l'actuel champion du monde du 1500 mètres. C'est un coureur de 800-1500 mètres. Ce qu'on peut voir sur ces 2 courbes, c'est que si la durée d'effort est plutôt courte, c'est la courbe bleue qui est au-dessus, dans cette zone-là. Donc ici, c'est Jake qui va très probablement remporter la course, puisque c'est un spécialiste des distances plus courtes. En revanche, si les distances sont plus longues, vous vous retrouvez avec Philippe Sesemann qui, lui, va être capable de gagner. Et on se retrouve avec un point très particulier, qui est le croisement de ces 2 courbes, et qui serait la distance théorique sur laquelle ces 2 individus seraient capables de faire exactement la même performance. Ça, c'est quelque chose que je raconte en cours depuis de nombreuses années, en disant qu'on pourrait faire une course entre Usain Bolt et Kipchoge, et il y a une distance sur laquelle il ferait exactement la même perf, qui se situerait aux alentours des 600 mètres. Et ici, dimanche dernier, dimanche il y a 10 jours, ces 2 athlètes ont décidé de se rencontrer dans le cadre du British Milers, qui est une compétition qui a lieu en Angleterre, et de se donner rendez-vous sur la distance de, je vous le donne en 1000, 3 km. Autrement dit, exactement la distance sur laquelle ils devraient faire à peu près la même performance. Je vous donne accès à la photo finish. Ça marche en théorie et en pratique. Philippe Sesemann a remporté sur une course de presque 8 minutes en étant juste 2 dixièmes devant Jack Whiteman. C'est un cas d'école que je n'avais même pas espéré et ils me l'ont offert il y a une dizaine de jours. Alors si on s'intéresse au marathon, comment les humains, au cours du XXe siècle, ont vu leur performance au marathon s'améliorer, en étant capables de mettre de moins en moins de temps, courir de plus en plus vite, et le marathon se courant très proche de cette fameuse vitesse critique, qui, je vous rappelle, est le seuil de fatigabilité. Donc plus je cours le marathon rapidement, on pourrait dire moins je suis fatigable. Voici l'évolution des performances au cours de l'intégralité des marathons olympiques. Et quelque chose qu'on repère assez rapidement, c'est qu'on a une diminution du temps qui est mis à chaque Olympiade, qui a l'air d'être relativement linéaire, qui nous permet de voir qu'au cours du XXe siècle, les humains ont couru de plus en plus vite le marathon et donc ont été de moins en moins fatigables. Cette chose, on le retrouve dans à peu près tous les records sportifs, avec une progression des records depuis 100-150 ans en fonction des disciplines, une progression inexorable
avec des performances toujours meilleures. Et ça, on le voit sur les records sportifs, mais pas seulement. L'humain au XXe siècle, c'est un peu vers l'infini et l'au-delà. Si vous prenez l'espérance de vie, si on prend, hormis évidemment les 2 guerres mondiales qui ont un peu perturbé la progression de l'espérance de vie, on a une progression de l'espérance de vie relativement linéaire au cours du XXe siècle. Si vous prenez la taille, ici vous avez la taille d'une 50aine de pays qui est représentée, donc en fonction des pays, des gens qui sont plus ou moins grands. Néanmoins, une chose est claire, c'est qu'on a un comportement linéaire avec une augmentation de la taille des individus au cours du XXe siècle. Là, je vous parle des records sportifs, je vous parle de la taille, je vous parle de l'espérance de vie, mais plus largement, tout ça s'inscrit dans ce qu'on peut appeler l'idéologie de progrès qui a eu lieu au XIXe siècle et au XXe siècle, avec le fait que l'être humain et sa civilisation allaient vers un projet toujours croissant, toujours meilleur, toujours plus haut, vers l'infini et l'au-delà. Vous avez ici la production électrique dans le monde, à partir des années 50, voilà qu'il y a cette progression linéaire, ou ici, vous avez la progression du PIB par habitant aux États-Unis. Cette idéologie de progrès permanent et infini, on la retrouve énormément dans le sport qui véhicule ce genre d'image. Ici, vous avez Eliud Kipchoge en 2018, non pas cette année, mais la précédente fois où il avait battu le record du monde, qui avait fait ce tweet en disant « No human is limited ». Aucun humain n'est limité et on va toujours aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, pour paraphraser Coubertin. Alors, cette chose est vraie. C'est-à-dire que les éléments que je vous montre, effectivement, il y a une progression des records d'année en année, par exemple sur le marathon. À quoi c'est lié? 3 phénomènes qui sont majeurs, simplement pour les mentionner. Première chose, il y a eu une optimisation de l'entraînement. En particulier, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition de la guerre froide, vous avez les États-Unis, enfin le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, en particulier les États-Unis et l'URSS, qui se sont largement opposés sur le terrain sportif. C'était à qui allait gagner les prochaines médailles. Ils ont énormément investi d'argent et de recherche pour améliorer la performance. Un exemple, dans l'entraînement, le volume d'entraînement des athlètes entre sortie de la guerre et les années 80 a fait entre x3 et x5. Ils s'entraînaient 5 fois plus dans les années 70-80, en particulier en URSS, par rapport au sortir de la guerre. Et aussi surprenant que ça soit, plus on s'entraîne, meilleur on va être. Deuxième élément, la nutrition. Pour exemple, les premiers marathons au début du XXe siècle se couraient avec un produit autorisé censé donner force et courage, j'ai nommé le vin rouge. On sait aujourd'hui largement que ça n'améliore pas les performances. Cette image provient du marathon du Médoc, à laquelle à chaque ravitaillement vous avez un verre de rouge. Le marathon se court plus en 6-7 heures qu'en 2. Dernier exemple, l'amélioration du matériel. 1960, vainqueur olympique à Rome, sans chaussures. Si on fait la différence avec les nouvelles chaussures qui existent maintenant depuis quelques années avec les lames en carbone qui sont capables d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer à chacune des foulées, vous voyez que techniquement, on n'est pas sur le même matériel, et donc c'est encore une explication de pourquoi on a eu cette amélioration permanente des records. Alors, ça ne sont pas les seules explications. Quelques autres explications. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Et étant donné qu'on est en train de parler des records sportifs, plus on est nombreux, plus on a de chances, statistiquement, en probabilité, de tomber sur un super athlète, un humain qui génétiquement aurait eu exactement les mutations pour performer dans une discipline. Donc plus on va être nombreux, plus on va avoir la chance, par hasard, de tomber sur un athlète capable de battre les précédents records. Mais au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'être plus nombreux, c'est un peu le phénomène qu'on voit sur cette courbe. Ici, c'est uniquement la population masculine, donc on se trouve actuellement à cet endroit-là. Et au final, qu'on soit, on va dire, entre 2 ou 4 milliards de population masculine sur Terre, ça ne change plus grand-chose. En revanche, au début du siècle, quand on est passé de 1 milliard à 2 milliards, là, il y a eu ce phénomène-là qui est rentré en jeu. Deuxième phénomène, ça n'est pas simplement avoir plus d'humains sur Terre de manière générale, mais d'aller sélectionner les meilleurs humains pour une discipline donnée. On a un exemple flagrant dans le cadre du marathon. Ici, vous avez donc les derniers, c'est une photo qui a été prise au marathon olympique des derniers Jeux. On se retrouve avec beaucoup d'Africains, et en particulier d'Africains de l'Est. Les maillots rouges, ce sont des Kenyans, ils sont tous aux avant-postes. Ici, vous avez de représenter les 100 meilleurs
performance mondiale de l'année depuis 1990 jusqu'aux années 2010. Ce qu'on voit, c'est que le trait noir que vous avez là sont les personnes issues du continent africain et en particulier d'Afrique de l'Est. Dans les années 90, ce sont des personnes qui étaient capables de faire 15% des meilleures performances mondiales de l'année. En 2010, c'est plus de 90% des meilleures performances mondiales de l'année. Dans les marathons, il y a eu des prize money qui se sont mis en place avec de l'argent à gagner. Et il est devenu intéressant pour ces populations de s'engager dans cette discipline pour avoir une chance potentiellement d'aller gagner de l'argent. Et étant donné que génétiquement, pour diverses raisons physiologiques, biomécaniques et environnementales, ils sont faits pour cette discipline, on s'est mis à sélectionner les meilleurs humains sur la planète, en termes d'ethnie, capables d'aller battre les records de l'espèce humaine. Dans cette logique de tout ce que je viens de vous présenter, d'être humain qui est capable de battre sans cesse les records, vous avez un papier qui est sorti il y a quelques années dans Nature, la célèbre revue scientifique, et qui titrait que le sprint du 100 mètres des le sprint des Jeux Olympiques de 2156 serait mémorable. Mémorable pour une raison, c'est que si on poursuit la logique de progression permanente des records, vous avez les records féminins en rouge et les records masculins en bleu. Et en 2156 serait le premier 100 mètres pendant lequel des femmes battraient des hommes. Alors, personnellement, je les trouve un peu timorés. On aurait pu aller beaucoup plus loin, parce qu'ils n'ont fait la projection que jusqu'en 2156. Mais si on reprend ces données-là et qu'on les projette beaucoup plus largement, voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est qu'en l'an 0, Jésus-Christ mettait 30 secondes pour faire un 100 mètres. Et sa mère, pas loin de 40. Surprenant. Mais encore plus surprenant, mesdames, sachez qu'en 2748, vous serez capable de vous téléporter sur 100 mètres. Puisque vous serez capable d'effectuer 100 mètres en précisément 0 secondes. Messieurs, malheureusement pour nous, ce sera en 2932. Il faudra attendre un petit peu plus. Sous le ton de la blague, sur cet article scientifique pourtant très sérieux, ce que je veux vous dire, c'est que ces tendances à la progression des records, on voit bien qu'elles ne peuvent pas perdurer infiniment. Et vers l'infini et l'au-delà, je pense que plus généralement dans notre société, on est en train de se rendre compte qu'il y a des limites qu'on atteint et qui ne pourront pas être dépassées. Qu'est-ce que ça donne sur cette histoire de record sportif ? Voici la progression de la vitesse des marathons. Je vous ai représenté, alors tout à l'heure j'avais un peu triché, je vous avais représenté que la première portion. En réalité, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on a une stabilisation des records et qu'on n'arrive plus à battre les records. Prenons deux exemples. JO de 1984, Steve Jones, 2 heures, 9 minutes et 21 secondes. Il gagne le marathon des Jeux Olympiques. En 2020, Eliud Kipchoge gagne le marathon des Jeux Olympiques en à peine 30 secondes de moins. Autrement dit, absolument négligeable. Depuis 40 ans où on a mis énormément d'argent dans la recherche pour essayer d'améliorer les performances, d'argent dans le matériel, dans la nutrition, dans les stratégies. Malgré tout ça, on atteint une limite que l'on n'arrive plus à dépasser. Là, je vous le montre dans le cadre des marathons des humains, mais c'est un phénomène qu'on retrouve plus largement dans le monde animal, puisqu'il y a des animaux qu'on entraîne pour la performance. Le premier auquel on va penser, ce sont les chevaux. Ici, vous avez de représenter le vainqueur de chacune des étapes de la triple couronne, qui est une compétition équine en Angleterre, au Royaume-Uni. Et vous voyez que depuis les années 60, on a atteint ce fameux plateau, et il n'y a plus aucune progression des performances des chevaux dans cette compétition, malgré l'argent qui peut être investi, l'entraînement de ces chevaux, leur préparation, et voire même encore plus loin, leur sélection génétique. Deuxième exemple, pour des animaux, on va être moins familier des compétitions du prochain, ce sont les lévriers. Encore une fois, donc dans le Royaume-Uni, c'est des choses qui sont extrêmement populaires, des compétitions populaires. On retrouve le même phénomène. Il y a eu une progression des records du vainqueur de la course chaque année, et depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une stagnation. Malgré la préparation, malgré l'entraînement, malgré tout ce que vous voulez, les lévriers ne courent pas plus vite que leurs parents. Ici, ce sont des mammifères. Je vous présente le même phénomène pour une autre compétition que je trouve personnellement absolument fantastique, qui est le concours de saut de grenouille.
compétition qui a lieu aux États-Unis chaque année, rassemblant plusieurs milliers de personnes. Il y a des reportages qui traînent sur Internet, je vous encourage vivement à aller les voir. Cette compétition consiste à sélectionner des grenouilles qui n'arrivent pas à les élever. Donc il faut d'abord les attraper, ensuite les tester, les entraîner, ça dure des mois, pour arriver le jour J à avoir le droit à un seul essai. Ce qui fait que si votre grenouille ce jour-là, elle a décidé de faire juste 3 pas en avant, votre performance est 10 cm, vous êtes éliminé. Néanmoins, si on s'intéresse aux meilleures performances, même phénomène, progression, jusqu'à un record absolu qui a lieu en 1980, et depuis, nous n'avons plus aucune amélioration des performances de saut de grenouille. Cette stabilisation des performances a l'air, nous, en tant qu'êtres humains, de nous déranger énormément. Quelques exemples, une revue de presse rapide, je n'ai pas eu besoin d'énormément de temps pour arriver à la faire. Le monde mondial d'athlétisme, le plafond des records du saut en longueur a-t-il été atteint? Science et avenir. Question de la semaine, les records sportifs s'arrêteront-ils un jour? Jusqu'où pourra-t-on battre les records olympiques dans Science et vie? Mondiaux d'athlétisme, les records du 200 mètres seront-ils un jour battus? On est absolument traumatisé par le fait qu'il n'y ait plus de progression des records. Mais au final, ce n'est pas quelque chose qui a l'air d'extrêmement surprenant. En tant qu'espèce, génétiquement, nous sommes les mêmes depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous n'avons pas changé. Nous sommes exactement les mêmes que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui vivaient au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Donc on a réussi à optimiser la performance dans un premier temps via tous les moyens que je vous ai présentés, mais au bout d'un moment, quand tout est optimisé, on n'a plus aucune marge de progression. Mais l'économie sportive étant extrêmement importante, il est nécessaire de trouver des solutions pour continuer de battre des records. Je vous donne 2 exemples. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, mais 2 exemples pour identifier le genre de stratégie qui est mis en place. Le fameux record du marathon de Berlin dont je vous ai parlé, qui a eu lieu en octobre. Le marathon de Berlin, il est fait pour battre des records. Il est conçu par les organisateurs pour battre des records. Généralement, il n'y a pas de plateau relevé comme on peut trouver à Londres. Berlin, les organisateurs vont chercher ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur athlète de la planète et ne lui mettent pas de concurrent en face, pour être sûr qu'il puisse se concentrer sur sa course. Qu'on n'entre pas dans une course stratégique, je vais attention, je vais économiser un peu pour être sûr de gagner à la fin. Non, quand Eliud Kipchoge s'élance, il sait qu'il va gagner la course. La chose qu'il ne sait pas, c'est s'il va réussir à battre le record. Deuxième chose, ils vont payer grassement des lièvres qui vont se mettre devant lui pour lui donner le rythme et pour le protéger un peu en termes d'aérodynamisme, pour essayer de gagner un petit peu d'énergie qui lui ensuite lui permettra de courir plus vite sur la fin. Troisième exemple, ce que vous voyez ici sur ces chaussures, c'est les fameuses chaussures que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont conçues avec des lames en carbone qui permettent une restitution d'énergie et qui permettent de courir un petit peu plus vite. Donc finalement, via l'organisation des épreuves, via le matériel qu'on choisit et via les règlements, on modifie légèrement pour pas que ça se voit trop, mais pour permettre à l'humain de continuer de croire en un record qui va s'améliorer à l'infini. Dans cette partie sur le stade, je ne vous ai parlé que des meilleurs d'entre nous, de ceux qui font les records, de ceux qui font les meilleures performances mondiales de l'année, de ceux qui seront les prochains médaillés olympiques. C'est la courbe que vous avez en vert. Maintenant, regardons ce qui se passe, non pas chez les meilleurs d'entre nous, mais chez nous tous qui sommes dans cette salle. C'est la courbe que vous avez à droite. Depuis les années 80, nos capacités en endurance ont diminué de 25%. On est un quart moins bon que nos parents ne l'étaient. Via les modifications dans notre manière de vivre, notre manière de nous alimenter, on va avoir ce phénomène qui est massif, qui fait que la population générale devient, elle, de plus en plus fatigable, lorsque nos élites deviennent de moins en moins fatigables. Et ça va me permettre de faire la transition vers la dernière partie de cette présentation, le crabe. Donc sur la partie, je vous rappelle, autour de la fatigue, cette fois pathologique. Je vous représente ici ce que je vous ai introduit au tout début, les domaines d'intensité d'effort. Vous avez votre fameuse intensité critique qui démarque tout ce que vous êtes capable de faire en vous fatiguant très peu. Et en revanche, dès que vous passez au-dessus, ici, c'est l'intensité des tâches qui vont vous demander, qui vont vous fatiguer. À travers la modification de votre comportement, par exemple la sédentarité ou si vous souffrez d'une pathologie chronique, comme le cancer, la sclérose en plaques ou le diabète, un phénomène qu'on va voir très fréquemment dans la littérature scientifique, c'est une diminution de cette fameuse intensité critique. Le seuil qui était initialement ici
chez une personne en bonne santé, va devenir plus bas. Concrètement, qu'est-ce que ça génère? Toutes les tâches de votre vie quotidienne. Par exemple, jardiner, faire les courses, faire le ménage, aller chercher ses enfants à la sortie de l'école, aller faire une balade en forêt pour prendre l'air. Toutes ces activités, lorsque vous étiez en bonne santé, étaient en dessous de votre intensité critique et donc vous permettaient d'être faites sans vous fatiguer particulièrement. En revanche, à partir du moment où vous êtes désentraîné, soit par sédentarité, soit à la suite d'une pathologie, toutes ces tâches-là vont rentrer dans le domaine d'effort sévère, qui est le domaine d'effort dans lequel vous vous fatiguez. Et donc à ce moment-là, jardiner, faire ses courses, le ménage, faire une balade, va devenir des tâches de la vie quotidienne qui sont fatigantes. Une autre manière de représenter ce phénomène. Ici, quand vous êtes en bonne santé, que vous faites un exercice qui est légèrement fatigant, par exemple faire une balade, on peut considérer que ça fatigue un petit peu si on marche un peu rapidement, un pas important. Et ici, c'est votre fatigue. Donc quand vous diminuez votre capacité, voilà, vous allez vous fatiguer. Puis quand vous arrêtez votre effort, vous voyez que ça remonte à la normale. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, par exemple le matin et l'après-midi, ou sur différents jours, on est capable de réaliser plusieurs fois ces tâches. Peut-être qu'elles nous fatiguent un peu, mais on récupère. Et ensuite, quelques heures après ou quelques jours après, on est capable de nouveau d'effectuer ces tâches. Ce qui se passe lorsqu'on est dans la situation où on a eu un abaissement de cette fameuse intensité critique, pour la même tâche, on va se fatiguer beaucoup plus et donc mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Donc sur un seul événement de ce type-là, ce n'est pas forcément extrêmement grave. En revanche, en voulant répéter les tâches de la vie quotidienne que l'on était capable de faire auparavant, on va empêcher une récupération complète et petit à petit amener à une accumulation de la fatigue qui pourrait nous amener vers les symptômes de fatigue chronique. Ça, c'est notamment des hypothèses qui sont testées en ce moment dans notre laboratoire, à Chambéry et à Saint-Étienne, pour essayer de comprendre pourquoi les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques vont générer ces fatigues-là. Alors en réalité, il y a deux options. Soit j'essaye de continuer ma vie comme avant, et ça risque de générer ça. Mais en réalité, quand vous êtes face à une situation où vous avez un choix, lequel vous choisissez? Cette photo parle d'elle-même. Et la prochaine fois que vous allez dans une zone où vous avez un escalator, un escalier, vous allez voir 95% des gens vont prendre l'escalator. Parce que monter des escaliers, c'est probablement au-dessus de cette fameuse intensité critique. Si vous voulez la monter à la même vitesse, c'est évident que l'escalator. Et donc vous allez faire un choix, totalement inconscient, c'est que vous allez prendre l'escalator pour ne pas vous mettre dans une situation qui est fatigante. Et à ce moment-là, vous allez vous désentraîner. Et donc votre fameuse intensité critique va continuer de diminuer. Et on rentre dans un cercle vicieux de la fatigue. Un exemple, ici, ce sont des données qui sont issues d'un projet de recherche clinique qu'on mène. Vous avez de représenter la fameuse intensité critique, donc plus vous êtes sur la droite, plus elle est élevée. Et ici, c'est la durée de la journée dans laquelle vous allez faire une activité d'intensité modérée. Intensité modérée, c'est ce que je vous disais précédemment. Jardiner, faire ses courses. Et ce qu'on voit, c'est que plus les gens ont une intensité critique élevée, plus ils vont être capables, dans leur journée, de faire ces fameuses tâches d'intensité modérée. Et à l'inverse, lorsque la maladie va générer une diminution de cette fameuse intensité critique, ils ne seront plus capables. En tout cas, ils ne vont pas les faire pour éviter de se fatiguer trop. Ici, je vous le représente chez des humains, mais je vous avais dit que je voulais essayer de faire des allers-retours avec le monde animal. Je refais juste une petite incursion du monde animal dans cette partie-là. Ce phénomène-là, on le retrouve par exemple chez les poissons. Ici, vous avez les poissons des récifs qui ont été testés dans des études, parce que je vous dis qu'on peut estimer la vitesse critique d'un poisson. Et donc là, on voit leur vitesse critique, et ici, c'est la vitesse qu'ils vont spontanément choisir lorsqu'ils se déplacent dans l'eau. Plus un poisson, plus un individu va avoir une vitesse critique élevée, plus il va choisir spontanément une vitesse importante et donc va avoir une intensité dans sa vie de poisson qui est plus élevée. A l'inverse, si sa vitesse critique est plus faible, il va naturellement réduire pour éviter de faire une tâche fatigante. Finalement, une tâche fatigante, c'est une tâche qui doit être réservée à l'urgence. Si je suis un poisson, probablement parce qu'il y a un prédateur qui arrive. Et on arrive à la dernière partie de cette présentation, et j'ai besoin de boire un coup. Je vous ai donc laissé une énigme, ce qui vous laissera quelques secondes pour essayer de la résoudre.
La neige, je l'ai entendu sur ma gauche. La neige, effectivement. Pourquoi je vous parle de la neige? On va approcher l'heure. Je commence moi-même à fatiguer. Pas tout à fait, effectivement, on est en plein dans la thématique actuelle. Mais si je veux vous parler de neige, c'est pour introduire cette dernière partie autour de la fatigue. En français, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe 6 synonymes dans le dictionnaire officiel des synonymes du mot neige. En revanche, si je m'intéresse à la langue inuite, on dénombre plus de 50 synonymes du mot neige, selon sa température, selon ses propriétés mécaniques. Et si jamais on retrouve beaucoup plus de synonymes dans une langue que dans une autre, quelque part ça traduit l'importance ou la nécessité de subtilité que cette langue a besoin d'avoir sur un terme précis. Les Inuits vivant dans la neige, ils ont besoin d'avoir énormément de subtilité dans leur langue pour parler de ce qui les entoure au quotidien. Donc je vais vous poser une question. À votre avis, quel est le terme qui possède le plus de synonymes en français, reflétant une importance très élevée que l'on peut avoir dans notre culture française? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous lancer. Manger. Manger est très bien placé, mais ce n'est pas manger qui est numéro 1. Dormir est très bien placé également. La douleur, ça n'est pas la douleur. Ça n'est pas la fatigue. C'est vraiment un terme qui possède une importance capitale dans notre culture. Et non, ça n'est pas boire non plus. Ça n'est pas l'argent. Je vais vous le livrer. Pénis. Suivi de près de termes que vous avez mentionnés, manger, la mort et l'amour, pour arriver notamment au terme de fatigue qui possède pas loin de 50 synonymes. Si je vous parle de ça, c'est qu'au final, dans toute la présentation, je vous ai parlé principalement de la fatigue comme étant la fatigue à l'exercice, la fatigue musculaire, la fatigue lorsqu'on se déplace, qu'on soit un animal ou un humain. En réalité, derrière le terme fatigue, il y a plein d'autres concepts qui se cachent. Et il est important pour moi de terminer cette conférence justement sur une ouverture des différentes facettes de la fatigue. Première question, sur la fatigue en général, et si on sort de ces questions de fatigue à l'exercice que j'ai mentionnées, est-ce que la fatigue est un processus normal? Pour répondre à cette question, c'est extrêmement simple, je vous en pose une deuxième. Est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué dans votre vie? Normalement, on devrait avoir un oui général et enthousiaste. Même si on affinait, je vous demandais est-ce que vous êtes déjà senti fatigué cette semaine, on aurait encore une très grande proportion de cette salle qui dirait oui. Et même si je vous demandais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà senti fatigué, voilà, on garde une proportion importante. Donc si finalement tout le monde ressent de la fatigue presque quotidiennement, c'est que ce phénomène, et c'est un processus qui est tout à fait normal. Pourquoi il est normal? L'objectif, la fonction plutôt de la fatigue, est de vous protéger. Lorsque vous êtes malade, vous allez être accablé pour faire en sorte que vous restiez au lit et que vous puissiez conserver toute votre énergie pour lutter contre la maladie, si par exemple vous aviez attrapé une grippe. Admettons que vous soyez lancé dans la course de l'UTMB et ses 160 km. A priori, le lendemain, vous n'allez pas avoir envie de courir, vous allez vous sentir très fatigué. C'est un processus tout à fait normal. C'est pour vous empêcher de recommencer. Contrairement à l'athlète qu'on a mentionné tout à l'heure qui faisait ses 175 km par jour. Si jamais vous avez fait une soirée où vous avez peu dormi ou beaucoup bu, le lendemain, vous allez très probablement être extrêmement fatigué. Encore une fois, la fonction de cette fatigue est de vous empêcher de redépenser trop d'énergie, de reproduire le comportement qui potentiellement, s'il était répété, pourrait être dangereux pour votre organisme. Un élément qui est important dans ce qu'on vient de mentionner, c'est de différencier de grandes familles de ce qu'on peut appeler la fatigue. La première, c'est que je vous ai demandé, est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué? Ce que cela cache, c'est la notion de sensation de fatigue. Et je peux dire fatigue comme étant purement une sensation subjective. Je me sens fatigué. Si je vous demande est-ce que vous vous sentez fatigué et que vous me répondez oui, je ne peux pas vous dire non, c'est pas vrai. C'est une sensation. Si vous avez mal, oui, bah vous avez mal si vous me le dites. Et cette sensation, elle est pleine de nuances, pleine de subtilité par rapport aux fameux synonymes que j'évoquais tout à l'heure. Le manque d'énergie, la faiblesse, la fatigabilité, l'effort, le sommeil,
l'envie de repos, le manque de motivation, la lassitude, l'ennui. Ce sont différentes connotations de cette grande famille de ce qu'on appelle la sensation de fatigue. Comment on la mesure? Comment on peut mesurer cette sensation de fatigue? Alors on est un peu embêté, je prends un exemple qui est typique de cela. Voici une infographie qui est présente sur le site de la sécurité routière. Un accident mortel sur 3 sur l'autoroute a lieu suite à un endormissement. 5 heures de sommeil ou moins la veille du départ multiplie par 3 le risque d'accident. Et statistique ô combien éclairante, 17 heures de veille active équivaut à être positif à un test d'alcoolémie en termes de risque d'accidentologie. 17 heures de veille active, ça va extrêmement rapidement. Si jamais vous vous êtes levé à 6 heures un matin pour aller travailler, après le travail, vous venez par exemple donner une conférence dans un amphithéâtre, sortez ensuite vous allez boire un coup, non vous buvez surtout pas, évidemment sinon ça triche. Vous allez simplement passer un moment avec des amis, vous rentrez chez vous 23 heures, sans abuser, vous avez déjà dépassé ces 17 heures de veille active. Pourtant, si vous vous faites arrêter par la maréchaussée, ça vous donnera une amende de 0 € et un retrait de 0 points. A l'inverse, si vous vous faites prendre avec plus de 0,5 g par litre d'alcoolémie, vous allez vous retrouver à avoir une amende de 135 € et 6 points de retrait. Pour une raison qui est extrêmement simple, le fatigomètre n'existe pas, à la différence de l'éthylomètre. Donc c'est extrêmement compliqué d'aller mesurer cette fatigue. Comment on s'y prend lorsqu'on travaille avec des populations cliniques pour essayer de comprendre pourquoi elles sont fatiguées? On va utiliser des questionnaires, c'est la seule solution. Vous avez un exemple ici avec des échelles visuelles analogiques. On va leur demander, sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez fatigué, de pas du tout à extrêmement fatigué. Vous avez des questionnaires un peu plus fins dans lesquels on va vous poser des questions pour différencier différentes dimensions de la sensation de fatigue. Est-ce que vous avez un manque d'énergie? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Avez-vous l'impression de fonctionner au ralenti, etc., etc. Ça nous permet d'évaluer la sensation de fatigue. Et il faut bien distinguer de la deuxième grande conception de ce qu'on appelle la fatigue, qui est la perturbation d'une fonction de votre corps. Tout ce que je vous ai présenté au début de cette conférence était la perturbation de la fonction de locomotion, de la fonction musculaire ou neuromusculaire. Lorsque vos muscles sont fatigués, ils produisent moins de force. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter uniquement à la fonction neuromusculaire. Vous avez plein d'autres fonctions dans votre organisme. Par exemple, la fonction cognitive. La fonction cognitive sont tous les processus mentaux qui vous permettent de calculer, par exemple. Cette fonction-là peut être dégradée par un exercice. Je vous donne un exemple, l'exercice d'une conférence qui vient de dépasser 1 heure de présentation. Vous avez un test que vous connaissez peut-être qui s'appelle le test de Stroop, qui consiste à donner la couleur du mot qui est écrit. On va le faire tous ensemble. Rouge, c'est aussi simple que ça. Donc on va faire un test de Stroop collectif où je vais vous demander tous en chœur d'effectuer les prochains mots, de me dire la couleur de l'encre des prochains mots. Toute erreur est un signe de fatigue cognitive. Voilà. Le temps que vous mettez à donner le terme et le nombre d'erreurs que vous faites sont des signes de fatigue cognitive. C'est ce qu'on appelle la fonction d'inhibition. C'est-à-dire que théoriquement, nous sommes programmés pour identifier ces symboles comme étant des lettres qui se lisent. Donc notre cerveau a une seule envie, c'est de les lire. Et là, on va lui demander d'inhiber cette première envie pour donner la couleur du mot, donc la couleur de l'encre, et non pas de lire le mot lui-même. Donc là, vous avez un exemple de comment on peut tester la fonction cognitive pour essayer d'évaluer si oui ou non il y a fatigue. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Un troisième exemple, le comportement. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous allez effectuer moins d'activité physique spontanée. Vous allez plus rester au fond de votre canapé. Donc ça, on peut le mesurer avec de l'actimétrie, le nombre de pas que vous allez faire par jour. Donc là, cette modification du comportement peut être perçue comme étant une fatigue. Alors, qu'est-ce que la fatigue chronique ? La fatigue qui est pathologique, puisque pour le moment, je vous ai uniquement parlé d'une fatigue qui est tout à fait normale et qui vise à protéger votre organisme. C'est difficile à déterminer, néanmoins, on a quelques clés pour essayer de comprendre à quel moment on passe de la fatigue saine à une fatigue pathologique. Ces quelques exemples, est-ce que vous avez un événement particulier identifié qui vous permet de dire pourquoi vous êtes fatigué? Si vous avez couru l'UTMB, si vous avez dormi 2 heures la veille, il y a de fortes chances que vous ayez une cause identifiée, et à ce moment-là, que ça ne soit pas une fatigue chronique. Dans les autres exemples, est-ce qu'elle perdure à partir de 3 mois
où on a cette sensation de fatigue qui perdure, on va commencer à parler de fatigue chronique. À partir de 6 mois, ça devient clairement de la fatigue chronique. Est-ce qu'elle perturbe votre vie quotidienne? Est-ce qu'elle vous empêche de vivre normalement? Autre élément, est-ce qu'elle est réversible par le repos? La fatigue saine, théoriquement, si vous prenez une période de repos, vous devriez récupérer. Si vous ne récupérez pas, c'est que vous êtes probablement en train de rentrer dans un processus de fatigue chronique. Et dernier élément, est-ce qu'elle est concomitante à une pathologie chronique, puisque c'est le symptôme numéro 1 de l'ensemble des pathologies chroniques. Alors quand on travaille sur ces questions-là, et c'est le cas notamment des recherches qu'on mène au sein de notre laboratoire, il y a la fatigue, on veut en identifier la cause, prendre un remède, et puis il n'y a plus de fatigue. Évidemment, si c'était aussi simple que ce que je viens de vous dire, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. On a encore des années de recherche devant nous. Pour une raison précise, c'est que les causes de la fatigue sont extrêmement variées, et extrêmement variées d'un individu à l'autre et en fonction des situations personnelles. Je vous donne quelques exemples. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, il vient de se faire diagnostiquer un cancer. Il va être extrêmement anxieux face à la maladie. Du coup, il va arrêter de sortir et de faire les activités qu'il avait l'habitude de faire au quotidien. S'il arrête de se déplacer, on va avoir un début de sédentarité, on va rentrer dans un déconditionnement physique. Et ce déconditionnement physique, lorsque je fatigue plus vite, lorsque je fais un effort. Et tout ça peut amener à cette fameuse sensation de fatigue chronique. Mais l'exemple que je viens de vous montrer n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Rapidement un deuxième, on peut rentrer dans un autre parcours de fatigue. Je n'ai personne, donc on est encore dans le cadre de quelqu'un qui a été diagnostiqué d'un cancer, et je n'ai pas d'aidant. Je vis tout seul, je n'ai pas de femme ou de mari, mes proches ne sont pas là, et donc je dois me débrouiller tout seul. Je peux rentrer dans un épuisement émotionnel, j'ai personne pour m'aider dans l'assistance de la maladie. Je dors très mal, je suis épuisé physiquement, et tout ça me mène vers une fatigue chronique. Vous avez un deuxième exemple. Je passe très rapidement à un troisième, vous avez compris le principe. La chimiothérapie, typiquement, peut amener une dégradation de votre tissu musculaire. Vous allez fondre musculairement. Du coup, vous vous fatiguez plus vite lorsque vous faites un effort. Donc vous arrêtez de sortir et de faire vos activités habituelles. Et vous vous mettez à déprimer parce que vous ne voyez plus vos amis. Et tout ça peut vous mener vers une fatigue chronique. Et en plus de ça, c'est éminemment complexe puisque chacune de ces étapes peut interagir avec les précédentes. Donc au final, ce que nous, on essaye de faire au sein du laboratoire, c'est ça. Nous avons un énorme plat de spaghettis face à nous. Chacun des spaghettis étant le parcours de fatigue des différents patients que nous pouvons rencontrer dans le cadre de nos projets de recherche. Et l'objectif est d'identifier les raisons individuelles, les causes individuelles de la fatigue, pour pouvoir cibler et proposer des prises en charge spécifiques à chacun des patients. Je vous remercie pour votre attention, pour cette conférence qui a débordé.